Et alors qui s'oppose. La dernière idée intéressante là, dans ces textes, c'était le balancement entre le sacré et la désacralisation. Tu as raison d'avoir choisi, les textes sont bien choisis, tu as raison d'avoir choisi ces textes-là qui faisaient apparaître le sacré, mais il y a malgré tout une possibilité peut-être de mauvaise interprétation si l'on voit ici le mot de sacré utilisé pour la sacralisation de la marchandise fétiche, allusion au passage célèbre du Capital de Marx qui parle du fétichisme de la marchandise. C'est une sacralisation et un report en quelque sorte, mais un report du sacré traditionnel qui abandonne les valeurs qui sont celles de la religion ou celles de l'art ou toute autre valeur, d'ailleurs d'une morale désintéressée, pour passer sur la marchandise. Donc c'est fait chez Marx avec ce qu'il appelle lui-même, ce qu'il écrit cum grano salis, avec un grain de sel, c'est-à-dire que c'est un sacré, mais un sacré qui précisément retient cette valeur fétiche, mais abandonne tout ce que pouvaient être les valeurs positives de la sacralisation. C'est un peu ce qu'il y a chez Pasolini, parce que chez Pasolini, il y a constamment une affirmation valorisante de la sacralité de la vie, et qui fait que dans ces films, il y a une utilisation permanente, depuis Aflatone jusqu'à Médée, etc., un peu partout. Il y a une sacralisation, en quelque sorte, du vivant, de l'amour, dans le sens d'exaltation, dans le sens de valorisation et d'intensification constante de ces choses, de ces activités. Alors, en même temps, ce que par Giorgio Agamben dans son livre Stanze, qui est un des premiers livres qu'il ait publié, qui est très intéressant. Stanze, c'est le mot italien, les stanze, stanze, S-T-A-N-Z-E, stanze. Et où il étudie, mais à travers Walter Benjamin, c'est le titre, où il étudie à travers Benjamin, il ne parle pas de Pasolini. D'ailleurs, mais c'est à travers Benjamin ce mouvement de report, en quelque sorte, de ce que, sous le nom de sacralisation, Benjamin analyse dans l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique sous le nom de aura, et qui va se reporter sur la marchandise. Donc il y a un transport en quelque sorte de la sacralisation et qui s'accompagne de toutes les charges du sacré. Mais c'est pour terminer là, mais le mot de sacré, quand tu le vois utilisé chez Hölderlin ou Vasily das Heilige Zalmanport, et ce que je vis le sacré, donc là le sacré c'est bien le même sacré si tu veux, mais c'est das Heilige qui est pris par Hölderlin dans le sens
du sacré des poètes, de la parole poétique, de la même façon qui est repris par Lanchot dans La parole sacrée de Hölderlin, qui ne doit pas prêter à confusion avec la sacralité ou le caractère fétiche de la marchandise dans le texte précédent. C'était la précision que je voulais apporter pour qu'il n'y ait pas sur ce plan-là d'ambiguïté possible qui fausserait effectivement le sens des uns et des autres. Bon, eh bien là, j'ai donné mes quelques précisions sur ce que tu as dit, et je voudrais que d'autres parlent en vous donnant la parole. Claudia. Alors, je ne savais pas que c'était le sujet sur la Révolution qui est un peu hors des temps, c'est-à-dire justement on est replié dans un moment comme si c'était la nature qui est en train de couler lentement et il y a un orage pour tout dépurer. Cette image, je crois que c'est ça. Maintenant, reparler de ce sujet, c'est encore essayer que le mouvement de la nature puisse épanouir nos esprits et puis le penser encore. Le penser, c'est quelque chose de très beau. Alors, je ne sais pas quelle est la deuxième partie de ton exposé parce que tu ne nous as pas dit simplement l'entrée et puis voilà, on attend parce que c'est vraiment surprise et on ne peut pas penser plus loin car tu ne nous as pas dit encore où tu vas. Alors, il y a deux choses que je voudrais demander ou bien souligner de ce que tu as dit, c'est justement quel est le sujet maintenant de la Révolution. Si on pourrait encore parler dans cette vue de ce fascisme de la consommation, si c'est vraiment les prolétaires, où il s'étend cette révolution à des autres sphères du pouvoir si c'est vraiment, ma question c'est, est-ce que le sujet c'est vraiment encore le sujet du prolétariat? Vraiment, si nous sommes encore concernés par la question de l'économie politique, où il y a quelque chose qui déborde cette emprise politique, parce que vraiment, dans le désir de faire de la révolution, il y a aussi l'affectivité qui déborde, il y a aussi tas de mouvements qu'on ne le voit pas que dans un centre vraiment politique, dans une question tout à fait posée comme une philosophie politique. Je ne sais pas si c'est encore... je vous pose cette question, parce que, bon, c'est le moment de encore parler de ce sujet. Alors, pour commencer, c'est ça. Et puis, une autre chose qui m'intéresse, c'est le sens de la vie. C'est-à-dire comment la révolution peut instaurer toujours un sens de la vie. Évidemment, il faut si on replace ce sujet, quel serait le sens de cette nouvelle aperçue révolutionnaire, si vraiment c'est ça ce qui fait bouger une société et qui la prépare pour un nouveau sens de la vie, c'est-à-dire voilà, la repenser justement ces minorités qui vont justement dire bon, c'est vrai que je suis hors de ça, je voudrais encore repenser la révolution pour justement placer ce sujet qui nous concerne, parce que ce que je trouve que c'est la question de la philosophie politique, c'est un peu déplacé. Je crois qu'elle ne concerne pas le moment présent que de penser une philosophie politique en tant que révolution violente. C'est aussi le sens... c'est déjà vraiment opposer le fascisme à la révolution, où nous devons aussi opposer la révolution à des autres formes de vie qui aussi mènent à une autre considération philosophique assez importante. Parce que si on parle de révolution, est-ce qu'il faut toujours parler de la violence
réponse à cette sorte de violence qui nous fait instaurer, qui nous instaure même les institutions qui vivent pour nous pousser à ne pas agir, à ne pas penser autrement et de vivre soumis à cette désacralisation de la puissance du désir, de la vie, de l'affectivité, de vraiment nous pousser à une autre sacralité qui ne soit pas le centre d'une consommation marchande. Voilà. La première question, je comprends qu'il faut y revenir, le problème du prolétariat, puisque l'intérêt du prolétariat pour les marxistes, c'est que le fait que le prolétariat existe implique que la société sans classe va exister. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une démonstration de tout ce qu'il y a de plus rigoureux. Le capitalisme produit une classe d'hommes qui vivent au-dessous du seuil de l'existence humaine. Donc, comme ils sont des humains qui doivent vivre en dessous de l'existence humaine, ils vont forcément, de toute façon, ils ne peuvent faire que ça, essayer de détruire, de revenir à une condition humaine. Parce que là, ils sont à une condition subhumaine. Donc, une fois que pour eux, la nécessité de la révolution existe. Elle est nécessaire au sens il est nécessaire que 1 plus 1 égale 2, quoi. Et non plutôt du point de vue des lois de la physique. Parce que des humains qui sont dans une condition sous-humaine sont obligés d'essayer de revenir. Et comme le capitalisme produit nécessairement cette classe d'hommes qui vivent dans une condition au-dessous de l'existence humaine, il sera forcément détruit. Tout le problème, c'est de voir comment on fait pour y arriver le plus rapidement possible. Mais la société sans classe est, à cause de cela, la fin de l'histoire nécessaire. Le capitalisme est la dernière étape avant la fin de l'histoire. La fin de l'histoire aboutit à la société sans classe. Donc ça, c'est l'intérêt du prolétariat. Bon, alors, comme maintenant le prolétariat, en fait, finalement, à ce moment-là où il le disait, il était faux que c'était une téléologie, que ce serait nécessaire, mais il était vrai que le prolétariat ferait nécessairement la révolution. Mais justement parce qu'il était vrai qu'il était des humains en dessous du seuil d'existence humain. Le problème, c'est que le prolétariat a été détruit. En fait, le prolétariat existait, mais seulement il a été détruit. Donc maintenant que le prolétariat est détruit, il faut la révolution n'apparaît plus nécessaire. Qui a la nécessité de la révolution? C'est ça. Est-ce que c'est les minorités? C'est-à-dire, je crois que pour la révolution, il faut forcément penser à pour qui elle est nécessaire. Pour qui? C'est ça le problème. C'est-à-dire que la révolution, c'est quelque chose de si dangereux qu'on est obligé de le faire. C'est vraiment un choix entre la révolution et la mort, quelque part. Quoi. Je pense ça. Donc tout le problème, c'est de chercher qui, ou qui en nous, ou pour qui c'est nécessaire. Si c'est pas nécessaire, ça se fera pas. La révolution, c'est un mouvement, je dirais, il m'a-t-il semblé, au cours de ontologique, c'est ce genre de mouvements qui ne se font que nécessairement. Parce qu'ils ne sont nécessaires. Si ce n'est pas nécessaire, ça ne se fait pas. Donc voilà. Et la deuxième question, oui, le sacré et le sens de la vie, c'est ça. Justement, tu me redis, d'accord, parce que si je... Et juste
justement, c'est vrai que dans ce qui après donc dans les autres citations que j'avais mis, celle de Hölderlin, celle de Sambukai, c'est justement ça, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette part de l'existence humaine qui est caricaturée en consommation? Comment libérer la part de l'existence humaine de ce rituel de consommation? Qu'est-ce qui va... comment se fait-il que... Déjà, comment se fait-il que... Qu'est-ce que... l'homme est-il quelque chose de si malléable que la part la plus profonde de soi, de son être, il puisse la constituer, puisque c'est ça la consommation finalement. Comment est-ce possible? À la limite, comment la consommation est-elle possible? C'est peut-être ça le problème, parce que quand on sait ce que le sacré, moi pour mettre la révolution est sacrée, donc je vais passer cette petite image, et il m'a semblé qu'il y avait là-dedans un mouvement d'inspiration très fort qui ressemble au mouvement de Artaud. Comment ça se fait que c'est possible que si Artaud est bien une manifestation de la part la plus profonde et la plus importante de l'être humain, comment est-ce possible que cette part-là soit caricaturée en consommateur? C'est très incroyable. C'est-à-dire, on ne dit rien de moins que le capitalisme fait du plus de l'existence du plus important en nous quelque chose qui se transforme en acte de consommation. Ça paraît impossible. Ça paraît impossible. Comment est-ce possible que des gens puissent, que je ne sais pas moi, après, forcément là, quand on parle du sacré, pour nous, on s'engage sur les chemins du délire, géographico-historique, mais comment des gens qui faisaient les prêtres aztèques, les aztèques qui faisaient des sacrifices humains à leurs dieux, comment le capitalisme pourrait, ces gens-là, les transformer pourrait-il remplacer leurs sacrifices par l'achat de marchandises? C'est très étrange, quoi. Et pourtant, c'est quand même ça que nous dit Pasolini, quoi, que le sacré est sous la consommation. Donc voilà. C'est bizarre. Oui, ce premier texte de Marx que tu as cité est intéressant. Il n'est pas très limpide par soi seul. Il est assez coupé de son contexte, difficile d'ailleurs à interpréter. Cette critique de la philosophie du droit de Hegel a été écrite vers 1843, c'est-à-dire c'est un des premiers écrits de Marx. C'est là où il se caractérise comme critique de gauche du hegelianisme, et là où il démontre essentiellement que la critique de l'État, c'est consacré à la conception de l'État, où Hegel, dans la philosophie du droit, considère l'État comme étant situé au-dessus de la société civile, c'est-à-dire des classes sociales, et comme étant un conciliateur de ces classes, comme appliquant justement la loi, décrétant la loi et permettant par là même les injustices, les inégalités de la société civile, aux inégalités de la société civile,
d'être régi, d'être limité, d'être absorbé. Donc c'est à cette théorie de l'État au-dessus des classes que répond la critique de la philosophie du droit de Hegel, qui consiste précisément ce qui est l'expression de Marx, à retourner, à mettre sur les pieds ce qui avait été mis sur la tête par Hegel. C'est cette expression-là du rôle de transformation révolutionnaire de la critique se trouve dans ce texte, c'est-à-dire qu'il retourne. La révolution consiste à faire basculer les choses, c'est-à-dire que ce n'est pas l'idée de l'État qui va être l'organisatrice de la société, mais c'est précisément l'État tel qu'il fonctionne comme expression, comme instrument de coercition de la bourgeoisie à l'égard de la classe productrice, c'est-à-dire du prolétariat. Or, c'est ce système c'est pas tellement, tu dis, tout à l'heure je t'écoutais, tu dis une société, il y a une partie de la société qui vit au-dessus de la condition humaine, c'est pas tout à fait, on peut bien exprimer de cette façon, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la société qui a dépouillé de sa condition humaine une autre partie. Le Marx est sensible plutôt à l'inhumanité que l'on fait peser sur la déshumanisation, ce sera le thème du fameux manuscrit appelé Économie politique et philosophie en 1844, c'est la déshumanisation du prolétaire. Or, c'est précisément parce qu'il est dépouillé de son humanité que, par sa victoire, il va s'approprier justement cette humanité et à mettre fin, tu as raison de le dire, à l'histoire en tant que l'histoire de la lutte des classes, puisque le thème du matérialisme dialectique historique tel que l'applique le définira ensuite Marx, c'est que toute l'histoire est une histoire de la lutte des classes, principe, postulat premier de tout le marxisme, repris par Lénine, etc. C'est le principe fondamental, il y a histoire tant qu'il y a lutte des classes. Et ensuite, il y a dépérissement de l'État, théoriquement tout au moins, ou alors il y a constitution de l'État prolétarien. Bon, toute l'histoire politique du marxisme est inscrite précisément dans ces modifications qui sont apportées à cette interprétation du rôle de l'État. Mais là, alors, je reviens simplement à ce point que tu abordais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a le fondement même de toute cette économie politique, c'est la séparation entre le consommateur et le producteur. C'est-à-dire la classe qui est la classe des producteurs n'est précisément pas la classe des consommateurs. Cette séparation entre consommation et production, ce n'est pas Marx d'ailleurs qui l'a inventée, parce qu'elle se trouve également dans ce qu'il appelle les précurseurs du socialisme, chez Fourier, chez Saint-Simon, où le grand problème est d'organiser une société telle qu'il n'y aura que des producteurs, c'est-à-dire que tous les producteurs consommeront l'intégralité du produit social, et de la même façon, les consommateurs seront aussi producteurs de ce produit social, ce qui est la solution apportée par l'économie sociale ou socialiste, telle que ensuite elle est reprise par Marx dans ses différentes analyses, et qui sur ce plan-là, d'ailleurs, étant et dès cette époque-là en contradiction avec l'autre forme d'économie qui est l'économie libérale, puisque la naissance de l'économie libérale avec Bernard en particulier
particulier, et date de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe, c'est-à-dire qui n'accepte pas cette coupure entre consommation non plus et production, qui fait de chaque individu un individu qui est à la fois producteur et consommateur, mais le fait entrer dans une concurrence interindividuelle qui, par une sorte d'harmonie préétablie, si l'on peut dire, et qui se retrouvera jusque dans, d'ailleurs, les néolibéralistes de la période contemporaine, à l'heure actuelle, qui assurera une sorte d'harmonie préétablie, pourvu que l'État également ne s'en occupe pas. De sorte que, de part et d'autre, il y a effectivement une critique de l'État. Mais dans l'orientation socialisante et marxiste, l'État est représenté comme l'exécuteur des œuvres de la bourgeoisie, tandis que dans le cas du libéralisme, il est représenté comme une force abstraite qui n'a pas à s'occuper du fonctionnement de la société réelle, c'est-à-dire de la société économique. Et il n'a qu'à laisser faire les harmonies, ce mot d'harmonie économique, d'ailleurs, n'est pas développé à cette époque, il sera développé par Jean-Baptiste C. au milieu du XIXe siècle, mais il est une reprise un peu des théories du libéralisme économique de la fin du XVIIIe en Angleterre ou en France. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a une harmonisation de la société économique, de la société civile, pourvu que des forces supérieures et abstraites ne s'en occupent pas. Donc paradoxalement, il y a une sorte de point de jonction autour de la critique d'une société politique autoritaire et d'une société qui correspondrait à une dictature politique ou économique. Il y a une sorte de jonction entre des courants qui seront d'orientation socialiste et certains courants qui sont d'orientation libérale. Donc la question est complexe. Je vous le signale simplement, puisque ces questions-là sont, on pourrait dire, à l'ordre du jour, que l'on en débat d'une façon permanente, et que c'est un petit peu autour de cette idée aussi que la notion de révolution par révolution dans ce domaine-là est en permanence en train de se poser. On ne peut pas l'éviter en disant qu'est-ce que l'on entendrait par révolution dans ce domaine. Mais alors c'était pour revenir à cela, ce que veut dire dans ce texte-là simplement Marx. Je pense que le point essentiel, c'est justement qu'il mène une critique contre ces conceptions qui font que la classe ouvrière a tendance à demander à l'État de résoudre les conflits qui l'opposent à la bourgeoisie. Or, il dit, mais il n'y a pas du tout à demander à l'État, parce que précisément l'État, c'est l'exécutant de la bourgeoisie. De sorte que si vous allez demander à l'État d'appliquer un programme de justice contre les exigences bourgeoises, contre l'oppression bourgeoise, c'est précisément parce que vous n'avez pas conscience de votre oppression et de l'endroit d'où vient votre oppression. C'est pourquoi il dit il s'agit de l'atteindre. Il s'agit d'atteindre véritablement l'adversaire. Il s'agit de ne pas accorder un seul instant d'illusion. Il faut rendre l'oppression réelle encore plus opprimante en lui rejoignant la conscience de l'oppression. Donc c'est ça, au fond, le problème de Marx. C'est-à-dire qu'il n'aura rendu, parce qu'il
il dit bien la classe ouvrière et révolutionnaire, mais il faut la rendre révolutionnaire parce qu'elle l'est d'essence. L'analyse de Marx est également hegelienne, bien qu'il s'oppose à Hegel, mais elle est hegelienne dans son principe dialectique, c'est-à-dire dans son essence, en soi, la classe révolutionnaire, la classe prolétarienne et révolutionnaire. Il faut la rendre pour soi. Pour la rendre pour soi, il faut lui donner la conscience, c'est ce qu'il veut dire. Il n'y a révolution que si un en-soi est transformé en pour-soi, mais également que si ce pour-soi correspond à un en-soi. La classe révolutionnaire, le prolétariat ne serait rigoureusement pas du tout révolutionnaire s'il n'y avait pas quelque chose qui, dans sa situation, en fait un révolutionnaire potentiel. Et le tout, c'est également de ne pas se tromper d'objectif, c'est-à-dire de ne pas faire non plus la révolution à partir de réformes qui viendraient de l'État. C'est ça un peu tout ce qui est impliqué dans la stratégie que dessine ce texte qui fait partie des textes qui ont dû être également publiés dans la fameuse Gazette Rhénane, qui était un peu le lieu de publication de ces différents mouvements, autour des problèmes sociaux et de ce qu'on appelait les hegéliens de gauche. Mais le texte, d'autre part, n'est pas non plus très. Et on peut l'interpréter de différentes manières, il faudrait voir l'ensemble du concept, mais c'est intéressant parce que c'est un peu d'ailleurs une présentation de ce que ensuite Marx appelle l'aliénation, qui construira autour de la notion d'aliénation du prolétariat. Au fond, c'est une manière de l'amener à cette désaliénation et de lui faire prendre conscience de cette oppression. Ce que tu parlais de Foucault également, là où Foucault a rejoint un peu ce langage, c'est au moment où, à propos en particulier de la construction de l'édification un peu de ces mouvements des groupes d'observation des prisons contre en faveur des prisonniers, il avait parlé et Deleuze reprend cela d'ailleurs aussi dans les textes qui ont été publiés relativement à Foucault, qui ont été repris dans ces recueils, dans Deux régimes de fous en particulier, c'est la notion de, je crois, quel est le mot exactement, je crois que c'est l'insupportable ou l'intolérable, c'est-à-dire qu'une action, il y a action, donc il y a révolution ou émergence d'une conscience révolutionnaire lorsqu'apparaît la conscience de l'intolérable. Alors ce qui est l'intolérable dans le domaine dont il parle à ce moment-là, c'est la situation des prisonniers. C'est la situation du régime pénitentiaire en France et qui définit à ce moment-là le plan sur lequel il y a une action possible. Donc ce n'est pas une révolution politique, c'est une révolution qui va prendre place dans une de ces lignes si chères à Foucault, à Deleuze également, qui sont des lignes de résistance, c'est-à-dire là où l'on peut s'insérer de façon à démasquer le pouvoir et, si possible, le faire chanceler, bien que cette action sur les prisons ait été effectivement ce que Foucault et Deleuze ont reconnu ensuite un échec matériel, puisque aucune situation n'a été changée réellement, il y a eu toutefois un très grand succès dans la mesure où l'on a fait prendre conscience à
énormément de gens, et d'une façon totalement définitive, de l'existence d'un problème carcéral. De la même façon que l'on a fait prendre conscience, à travers l'histoire de la phobie, de l'existence d'un problème de l'asile, etc. C'est ça, les plans, les axes, si tu veux, où s'insère la prise de conscience révolutionnaire et les axes, les conditions de possibilité de définir une ligne révolutionnaire. On ne peut pas demander de révolution sur n'importe quoi. La révolution, l'exigence de révolution, c'est le point où il y a quelque chose qui devient intolérable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, que ce n'est pas possible que les choses continuent à rester ainsi. Et j'ajouterais, même si elles restent ainsi, enfin, elles peuvent fort bien perpétuer pendant des siècles ainsi, mais ce n'est pas possible qu'elles le restent. Cela déjà suffit pour assurer la révolution dans son immédiateté, ce que Blanchot appelle d'un nom aussi assez mystérieux, l'imminence de la révolution. La révolution est toujours à saisir dans son imminence, c'est-à-dire là, il faut qu'elle soit. On ne peut pas supporter cela, on ne peut pas continuer plus longtemps à le supporter. Je ne suis plus pour laisser intervenir. J'avais commencé en disant qu'on ferait une première partie sur l'actualité du fascisme, c'est-à-dire en fait avec cette première citation de Marx qu'on essaierait de rendre l'oppression réelle encore plus opprimante en lui rejoignant la conscience de cette oppression, et que ainsi voilà, on mettrait l'intolérable, on rendrait intolérable à chacun quelque chose, et que ainsi nécessairement on se tournerait sans doute dans un grand désordonnement, mais pourtant avec fermeté sur une ligne de fuite révolutionnaire. Et la deuxième partie, je voulais l'appeler renversée. Et donc, je disais, une fois qu'on aurait cet intolérable au cœur, on en serait là. Mais en fait, et donc voilà, qu'est-ce qu'on ferait? Et j'allais dire que ce qu'on allait faire, c'est de la poésie. Mais en fait, je me rends compte, en fait, au fur et à mesure que ça avance, que dans la poésie et dans l'art, dans les activités qu'on fait, en fait, on ne cesse de rendre intolérable les choses. Ce n'est pas que d'abord, il semble que mes deux parties soient pas deux parties en fait. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure, on n'arrive pas à... Il est étrange comme dit Foucault, il faut faire baisser le seuil de l'intolérable. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'étrange, c'est-à-dire que suivant la manière, dans certaines conditions, et donc pour certaines personnes, il n'y aura aucun motif de faire la révolution, et pour d'autres, il y aura un motif. À la limite, aujourd'hui, pour la plupart des gens, il n'y a aucun motif de faire la révolution.
aucun motif de rentrer dans cette ligne de fuite qui peut devenir mortelle, aucun motif de prendre des risques. C'est justement cette majorité n'a pas de motif et sera d'accord pour passer sa vie à travailler et avoir pour plus grand loisir de la télévision et des voyages en vacances à la mer. C'est-à-dire que tout le problème du sacré, c'était sans doute une lutte sur la subjectivité, parce que il y a des subjectivités qui n'ont aucun problème avec cette réduction de l'existence à ce que nous appelons rien ici, parce que nous voulons parler selon l'exigence révolutionnaire. Donc nous sommes bien obligés, et nous le faisons par une décision violente et absolument pas sujette à discussion, à dire la vie du consommateur n'est rien. Quiconque est un consommateur c'est-à-dire personne n'est consommateur mais le consommateur est l'objet du grand mépris nietzschéen. Il faut forcément que la minorité ne peut qu'écraser la majorité de son mépris pour s'en réussir à s'en dissocier. Après, tout le problème, c'est que le combat va rentrer dans les corps eux-mêmes, c'est-à-dire que les gens passeront d'une subjectivité minoritaire à une subjectivité majoritaire en permanence. Ces lycéens qui étaient prêts et qui jetaient des pavés sur les flics ou qui rendaient la vie impossible à leurs parents vont bientôt, une demi-heure après, aller s'amuser pour voir un film qui est désuet à la subjectivité majoritaire. Donc il y a comme ça, on passe son temps à passer entre de la majorité et de la minorité. Et l'écriture, la poésie, l'art, c'était peut-être finalement ce qui était le plus à la portée de la minorité pour laisser une trace. C'est-à-dire, peut-être, surtout si par exemple pour construire un bâtiment ou des choses comme ça, nécessaire de pactiser avec l'État. Il est nécessaire de pactiser avec beaucoup de choses. Par contre, pour écrire un poème ou faire une peinture, il y a beaucoup moins besoin de... Il y a peu de moyens, donc peut-être c'était essayer de laisser une trace pour la minorité qu'on passe son temps à ne pas être, en fait, dans sa radicalité. Peut-être qu'il y a des gens qui sont radicalement minoritaires. On peut par exemple penser à des gitans, des Indiens d'Amérique, je ne sais pas qui, mais ils sont radicalement minoritaires et en permanence. Mais pour les gens qui vivent dans la société de consommation, c'est à peu près impossible. Les jeunes noirs et arabes des banlieues passent par leur minorité, je ne sais pas le pourcentage, mais on ne peut pas le savoir, mais vu ce qu'ils font, ils n'ont pas l'air d'être très... ils ne sont pas tout le temps dedans. Donc il faudrait laisser une trace pour ces minorités qui ont tout le temps tendance à s'évanouir.
comme autre point d'attaque pour aller vers voir ce que c'est que la révolution, comment elle peut être aujourd'hui, au moins comment elle peut être concrète, qu'est-ce que c'est que concrètement. Et il y avait donc, moi j'avais la voie de ce que c'est que le sacré. Le sacré, ce serait une subjectivité qui alors très qu'est-ce que c'est la subjectivité du sacré comparée à celle du consommateur, et comment passer de l'une à l'autre. Justement, là, dans l'article dont j'ai cité dont j'ai fait une citation d'article de Blanchot, dans la parole sacrée de Berlin, l'idée est que la poésie est le chemin vers une part de nous-mêmes qui est invisible, mais qui une fois une part de nous-mêmes qui ne peut pas être dite, mais qui doit être dite pour que on peut encore dire ceci: la possibilité de communiquer, telle qu'elle émane de la loi, est trop grande pour être vraiment communication. Elle est médiatité absolue, dit Hölderlin. Elle a besoin d'être médiatisée pour que le côte à côte ne soit pas côtoiement de l'abîme, mais empreinte véritable, communauté réelle de valeurs. Zusammenhang. À cela va s'employer la parole dont l'essence est de demeurer, fût-ce comme une trace, d'être fondement de ce qui demeure, d'établir entre jour et nuit quelque chose de vrai. Le langage des dieux est devenir et changement, l'archipel, mais le langage mortel est persistance, affirmation d'une durée qui dure, unité tant déchirée. C'est en cela que les immortels ont besoin des mortels, ont besoin de la finitude. C'est elle qui les établit dans le monde et leur donne l'être, dans la conscience d'être. Leur lumière, trop près du déploiement originel, a besoin de s'épaissir pour vraie clarté sur eux-mêmes. Avant le poème, le jour est ce qu'il y a de plus obscur. Origine de la transparence, commencement pur de ce qui va jaillir, il est le mystère le plus profond et aussi le plus effrayant. Il est l'injustifié, à partir de quoi il faut prendre justification, l'incommunicable et l'indécouvert qui est aussi ce qui s'ouvre et, par la fermeté de la parole poétique, va redevenir à la fin ce qui se découvre. Parce que le sacré, c'est quelque chose qui est avant la consommation, avant tout. Le sacré, ça existe. On n'est pas en train de dire qu'on le crée. En tout temps et en tout lieu, les dieux sont là. Mais nous les avons perdus de vue. Mais c'est une subjectivité aussi. Ça a toujours un cas, je pense. Attends, je ne suis pas sûr. Il n'y a pas de... J'ai un sacré intériorisé. C'est-à-dire qu'on peut pas être maître, mais ça reste à l'intérieur. Tout en étant consommateur, on ne peut pas être tout à fait un consommateur sans avoir déjà en soi la conscience du sacré.
sacré qui ne comprend pas, elle ne peut pas, elle n'a pas le rapport au sacré que recherche par exemple Durkheim. Parce que d'une certaine manière, c'est un blasphème d'acheter quelque chose par rapport à ce sacré. Comment la conscience de l'infini va du moment. C'est comme si on disait comme si les Grecs ils disaient pour faire un sacrifice à Apollon, on va aller acheter un ordinateur. Mais c'est exactement, finalement, tu vois, c'est ce qui se passe. Ça montre que le rapport au sacré qui puisse s'extérioriser sous la forme de la consommation montre que, justement, il faut essayer de transformer ce rapport-là. Que la part de l'homme qui ne peut pas, qui ne se satisfait pas de s'extérioriser sous la forme de la consommation, prenne de l'ampleur. Parce que, bien sûr, quand je parle après de poésie, là, la poésie ne veut pas se cantonner au livre, et les tableaux ne veulent pas se cantonner au musée, et les films sont faits pour être vécus dans la réalité. Contrairement d'ailleurs à ce que pense la bourgeoisie, qui pense qu'elle va garder à l'art une petite place, un petit contenu, une petite place, et qu'on va y aller pour s'amuser ou pour se distraire. Alors que le film lui-même, un film, a une puissance d'expansion qui est faite pour... c'est ce que dit Nietzsche il parle de ce que fait les artistes. Il dit se distancier des choses au point d'en estomper maintes détails, d'y ajouter beaucoup du regard afin de les voir encore, ou bien regarder les choses par le biais d'un certain angle, ou bien les placer de telle sorte qu'elles ne s'offrent que dans une échappée et soient partiellement visibles, ou encore les considérer par un verre colorié ou à la lumière du couchant, ou enfin leur donner une surface, un épiderme qui ne soit tout à fait transparent. Voilà tout ce que nous aurions à apprendre des artistes, quitte à être plus sages qu'ils ne sont quant au reste. Car chez eux, cette force subtile finit ordinairement là où finit l'art et où commence la vie. Mais quant à nous autres, soyons les poètes de notre vie, et tout d'abord dans le menu détail et le plus banal. Il s'agit parce que Durkheim a ce problème, il dit que bien qu'il ait la parole, la seule parole, le poète est la parole qui peut réunir la communauté, c'est-à-dire qu'il y ait une véritable communication entre les gens et non pas une relation de chose à chose. Cette parole du poète est la possibilité. Et pourtant, le poète est obligé de se rendre solitaire pour pouvoir entendre cette parole. C'est quelque chose très... Mais tu comprends, si tu veux, elle n'est pas on ne peut pas seulement penser que ce n'est qu'il y a une intériorisation et que ça attend de sortir. Une fois que le rapport est fait, il sort forcément. Tu comprends ? C'est pas que Hölderlin il avait le même rapport que nous au sacré, mais lui il a décidé de se mettre à écrire. Tu vois. Si tu as ce rapport, tu écris ou tu extériorises. Tu comprends ? Faut pas.
je pense, hein, tu vois. C'est pas, on peut pas. Faut pas relativiser. C'est le mystère des artistes. Hein. C'est le plus marrant de. Ouais. Einstein, par exemple, comme scientifique. Un mystère relativisé. Même le rapport au sacral, c'est relativisé. C'est-à-dire, même s'il y a extériorisation de ce sentiment-là, ouais. Mais ça peut rester quand il y a aussi comme une subjectivité. C'est-à-dire que ce que j'accepte pas, c'est le concept de consommateur. Depuis tout à l'heure, je parle de ce concept-là dans la société de consommation, alors qu'on est humain. Le rapport, c'est notre rapport aux choses qui fait qu'on est consommateur à un certain moment, mais qu'on est toujours. C'est que c'est assez complexe pour pas dire que c'est uniquement une société de consommation. C'est comme si on focalise, on concentre un certain aspect, on généralise sur cette époque-là. Avec un peu de distanciation, on pourra discuter que le fait que cette société est tellement mélangée qu'elle est, même s'il y a des minorités, qu'on ne peut pas considérer comme des minorités, parce que si on fait le camp des personnes qui représentent en soi une minorité, ça peut être la majorité, parce que tout est calculé, tout est calculé. Ce qui fait que c'est tellement stressant qu'on ne voit plus le secret au milieu de tout ça. Mais oui, ça existe. Ça peut être un rapport intérieur extériorisé par certains, chacun à sa façon. Enfin, c'est ce que je vois.